aujourd'hui sur le télétravail ou comment agir entre nos idées reçues et les difficultés. Avant de commencer de nous présenter, je vais vous donner quelques informations pratiques. Nous sommes très nombreux ce matin, vos micros sont donc coupés. Vous avez le chat qui est à votre disposition pour pouvoir interagir avec nous. Durant la présentation, vous allez avoir 3 sondages pour recueillir votre avis et votre vision. Donc, merci d'y répondre. Et nous prendrons également le temps de traiter vos questions à la fin de l'intervention, si vous en avez. Pour finir, le replay de ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de Randstad France. N'hésitez pas à aller le regarder à nouveau. Je me présente, je suis Coralie Decède, je suis responsable sud-ouest du pôle d'expertise des métiers tertiaires chez Randstad et référente métier. À ce titre, j'anime avec mon équipe un réseau d'une 60aine d'agences dédiées aux métiers de la comptabilité, gestion paie, de la banque assurance, de l'assistanat et de la relation client. Ces métiers, que je connais bien, vos métiers, ont été très directement impactés par la mise en place du télétravail depuis le mois de mars et le sont encore aujourd'hui, liés à la crise Covid. Chez Randstad, nos consultants se mobilisent à distance chaque jour pour accompagner les entreprises dans le recrutement de ces métiers, grâce notamment à nos outils digitaux innovants et à un process RH spécifique à l'intégration des télétravailleurs. Mais est-ce suffisant? Où en sommes-nous aujourd'hui? Que devons-nous comprendre et connaître pour agir au mieux à la mise en place de cette nouvelle normalité? Depuis 60 ans, le groupe Randstad intervient à chaque étape de la vie professionnelle, du recrutement à l'intégration, en passant par la formation, la mobilité. Et donc, nous avons pour ambition de façonner le monde du travail grâce à cette expertise RH complète et unique. Il me paraissait important de pouvoir vous en faire bénéficier aujourd'hui sur ce sujet RH d'actualité qu'est le télétravail. Je suis donc ravie d'accueillir notre expert, Bertrand Jacquier, ingénieur et psychologue du travail chez HR Consultancy Partners, qui a accepté notre invitation et qui va nous éclairer sans tabou sur la mise en œuvre d'un vrai télétravail. Bertrand, je te laisse la parole. Merci Coralie pour cette présentation. Est-ce que fais-moi oui de la tête si on m'entend bien? Parfait. Bonjour à tous, merci une nouvelle fois Coralie pour cette invitation, merci à tous pour votre participation. C'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir échanger sur ces domaines d'expertise qui sont les nôtres, qui sont les ressources humaines, l'organisation du travail, la vie au travail en règle générale. Tu as eu la gentillesse de me présenter, je vais redire 2 mots. Donc moi j'interviens au sein du cabinet HRCP, qui est le cabinet de conseil RH du groupe Randstad. Je suis l'ingénieur qui a mal tourné. Moi, j'ai passé la moitié de ma vie professionnelle dans l'industrie sur des fonctions de management de la production, management des méthodes, management technique. Et puis, j'ai repris mes études en psychologie. Je suis psychologue du travail et depuis environ une dizaine d'années, j'interviens sur ces questions qui sont un peu deux faces d'une même pièce, à la fois la performance et la santé au travail. Parce que ce qui fait tension dans le travail, en général, dégrade la performance et dégrade également les facteurs de santé au travail. Quand on n'est pas bien dans son travail, on n'est pas performant. Et comment essayer de réconcilier les deux? Et on s'appuie au sein du cabinet sur des ressources de psychologues, d'ingénieurs, d'ergonomes pour aider nos clients à avancer sur ces sujets-là. De quoi on va parler aujourd'hui? Donc, après quelques bref rappel sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui. J'aurais souhaité pouvoir déconstruire avec vous 4 ou 5 idées reçues. Alors, c'est des choses qu'on entend dans le bruit de fond, c'est des choses qu'on peut lire aussi un peu partout et qui me paraissent pouvoir être questionnées. On doit pouvoir se poser ces questions de manière un peu désacralisée. Il y a des choses qu'on entend sur le télétravail qui méritent d'être mises un peu en perspective, parce que tant qu'on ne s'est pas posé ces questions-là, on va avoir de la difficulté à avancer et à construire quelque chose avec nos collectifs de travail. Ensuite, je viendrai sur 4 conseils ou 4 pistes pratiques de choses très concrètes qu'on peut mettre en œuvre pour un télétravail construit de qualité. Et puis rapidement, on en viendra aux échanges, comme l'a rappelé Coralie, ça se fera dans le chat puisque on est plus de 100 là, je vois, donc on aura de la difficulté à prendre la parole, à échanger. Donc le mot échange est peut-être un peu galvaudé, mais en tout cas, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir aussi votre point de vue et puis éventuellement vos expériences par rapport à tout ce qu'on va pouvoir dire ce matin.
Sans plus tarder, je vais vous demander de répondre à un sondage, histoire de commencer à sentir un peu l'état général des troupes. Donc, je voudrais que vous puissiez nous répondre aux questions suivantes. On a connu 2 périodes de confinement, donc il y a eu la première période aux alentours de mars à juin, et puis on est là actuellement dans une période de confinement. Donc on a eu un entre-deux. Dans cet entre-deux, on était en capacité de revenir au travail, on avait cette possibilité. Et j'aurais voulu savoir si pendant cette période, donc quand on est revenu au travail entre les deux confinements, comment ça s'est passé pour vos équipes? Alors, comment elles l'ont vécu? Comment vous l'avez vécu? Comment vos collectifs l'ont vécu? Est-ce que c'était plutôt avec soulagement? On avait du plaisir à se retrouver? Est-ce que c'était de façon neutre, hein, ni une contrainte ni un soulagement, la vie normale, hein, la vie habituelle? Ou au contraire, est-ce qu'on était vraiment dans quelque chose qui vous a paru, pour les salariés, être une contrainte, compliqué de revenir, compliqué de retrouver les collectifs, des tensions, voilà, une difficulté à refaire travail ensemble sur le lieu du travail, donc le bureau. Vous avez également une case non concernée si jamais vous n'avez pas fait de télétravail ou vous ne savez pas mesurer ce point-là. Alors, on a déjà récolté 70 réponses. À peu près tout le monde a répondu. Je vais fermer les retardataires. Vous pouvez encore cliquer. Voilà, je vais fermer ce sondage et puis on regardera les réponses tout à l'heure. Alors, il y a les choses qui vont sans dire et elles vont toujours mieux en le disant, hein. Ce qu'on a vécu de mars à mai, et puis ce qu'on vit là en ce moment, c'est pas véritablement un télétravail. Ce qu'on vit en ce moment, c'est un éloignement sanitaire pour échapper aux microbes, pour éviter d'avoir à se contaminer les uns les autres. On s'est éloignés les uns les autres et on s'est mis chacun chez soi, enfermé, avec les outils dont on disposait, les process dont on disposait, la vision du travail qui était chacun la nôtre. Mais on n'était pas véritablement en télétravail. Donc quand on va parler du télétravail, on ne parle pas spécifiquement des périodes que l'on vient de vivre. Toutefois, évidemment, on a commencé à s'approprier ces modalités de travail-là, on a commencé à en faire quelque chose et à avoir des discussions autour de ça. Il était bien temps parce que historiquement, nous, on rencontre la question du télétravail depuis longtemps. Il y avait un vrai statu quo très coûteux en énergie, puisqu'on avait d'un côté les très pour, qui nous disaient mais oui, mais c'est moderne, et puis les nouvelles générations, elles veulent ça aussi, ça peut se questionner. Et puis c'est comme ça que maintenant on va travailler, c'est plus efficace, ça permet à chacun de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et puis on avait les très contre, qui nous disaient non, 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 mais moi je contrôle plus, et puis on sait pas ce qu'ils font, et puis on n'a pas les outils, et puis c'est trop compliqué. Donc en fait, il se passait rien du tout. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus une option. On a tous en tout cas, moi, j'ai traité un peu à la légère les paroles de l'OMS quand l'OMS nous disait qu'il y aurait une deuxième vague. Bon, la deuxième vague, elle a eu lieu. On nous parle d'une troisième et même d'une quatrième vague. On a un vaccin qui arrive. On ne sait pas exactement comment tout ça va se passer. Une chose à laquelle il faut qu'on se prépare pour l'avenir, c'est à minima d'avoir des périodes de stop and go, c'est-à-dire de télétravail, retour au bureau, télétravail, retour au bureau, comme on a connu depuis mars en vérité. Et puis, il y a eu la création d'une attente. Les gens, même si on n'a pas fait un vrai télétravail, les salariés, ils ont quand même touché du doigt ce que ça peut être que de s'organiser différemment. Et d'ailleurs, le sondage Harris Interactive dont on a beaucoup parlé, que je rappelle ici, nous montre qu'environ 8 salariés sur 10 qui ont expérimenté le télétravail pendant la crise souhaiteraient pouvoir le continuer dans l'avenir. En majorité, ça va être autour de 2 à 3 jours par semaine, pas plus, mais en tout cas, il y a une vraie demande pour le télétravail, il y a une attente a été créée. Alors, est-ce qu'on est vraiment en train de rentrer dans une nouvelle normalité? C'est quelque chose que j'ai d'ores et déjà un petit peu envie de questionner. Quand je vais regarder, je vais vous partager les réponses à votre sondage. Les voici. Alors, on voit que pour une majorité assez courte, on l'a accueilli avec soulagement. On avait du plaisir à se retrouver.
Pour 20% d'entre vous, c'était de façon neutre, hein, c'était la vie qui continue. Et puis pour 12%, c'était quand même plutôt comme une contrainte. Il y avait de la tension, c'était compliqué, il fallait retrouver des habitudes, retrouver des usages, retrouver une façon de faire collectif au quotidien dans son travail. On se dit quand même que c'est pas des chiffres qui nous disent qu'on est dans une normalité. 60% des personnes qui nous disent oui, je suis quand même content de revenir au bureau, ça veut quand même dire qu'en télétravail, il y a des choses qui manquent. Et puis 12% qui nous disent non, c'est une contrainte, c'est compliqué, ça veut quand même dire que le retour au travail s'articule difficilement avec l'éloignement sanitaire et le prototype de télétravail qu'on a commencé à mettre en œuvre. On serait dans une nouvelle normalité si 80% d'entre vous avaient répondu c'est neutre, hein, de toute façon c'est l'habitude, c'est un travail qu'on a l'habitude de faire et en vérité on a l'habitude de travailler comme ça. Je suis en train de réaliser en même temps que je vous parle que les diapositives ont été inversées, donc c'est pas grave, mais il va falloir que je gère avec ça. Pour continuer dans la même veine de est-ce qu'on est vraiment dans une nouvelle normalité, j'aimerais déconstruire une première idée reçue. On nous dit, on entend, on voit passer des messages comme quoi le télétravail serait rentré dans les mœurs. Quand on regarde l'étude santé au travail menée par Santé publique France, une étude dont on a commencé à beaucoup parler, hein. Nous on la suit depuis mars, mais c'est une étude qui a fait l'actualité récemment. On va mesurer par exemple quel est le taux des Français qui sont soumis à une anxiété forte. Pour faire cette mesure de qu'est-ce qu'une anxiété forte, on va leur poser un certain nombre de questions. Parfois, d'ailleurs, c'est des médecins qui le font directement. Ça va leur donner un score et on va regarder parmi ces scores quels sont ceux qui dépassent ce qu'on appelle l'anxiété forte. C'est des gens qui sont soit médicalisés, soit qui pourraient l'être et qui, en tout cas, vivent de manière très difficile la situation dans laquelle ils sont, qui ressentent beaucoup d'anxiété. On se rend compte déjà que le niveau est très élevé parce que quand on regarde des références passées, moi j'avais regardé l'année 2007, hein, je l'ai prise un peu par hasard, on avait un taux d'anxiété forte au sein de la population qui était de l'ordre de 8-10%. Ça, c'est des chiffres habituels au niveau de la population générale en France. Aujourd'hui, la population générale, vous le voyez avec les pointillés verts, elle s'approche des 20%, ce qui est déjà un chiffre extrêmement fort. Et quand on compare les salariés en entreprise, la ligne rouge, en activité partielle, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux et qui ne travaillent pas puisqu'ils sont pris en charge par le chômage technique ou l'activité partielle, et ceux qui sont en télétravail, la courbe bleue que j'ai mis un peu plus en gras, on se rend compte que les télétravailleurs, ils ont un peu deux moments différents dans leur histoire. Il y a des moments où ils sont confinés parce qu'on est tous confinés. Donc là, on a un niveau d'anxiété qui est le même que celui de la population générale ou à peu près. Et puis les télétravailleurs qui sont dans une période déconfinée, mais qui sont encore en télétravail et qui là atteignent des scores qui sont extrêmement élevés. Donc c'est pas rentrer dans les mœurs le télétravail. Ce qui est rentré dans les mœurs, c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui, c'est à s'éloigner et à être dans ces dispositions qui sont sanitaires, les uns séparés des autres et à faire avec. Ça, c'est vraiment rentrer dans les mœurs, on a compris. Mais d'être en télétravail quand les autres ne sont pas en télétravail ou quand ce n'est pas une obligation purement sanitaire, ça génère de l'anxiété. Et quand on croise ça avec ce que nous, on voit dans les entreprises où on intervient, on se rend compte qu'il y a deux types d'enjeux qui émergent. Le premier de ces enjeux, c'est qu'est-ce que le fait de télétravailler va dire de mon utilité sociale? Quel est mon rôle dans l'entreprise? Puisqu'après tout, on peut faire sans ma présence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de moi, de mon implication, de mon intégration dans un collectif? Et puis, c'est un peu en corollaire. Est-ce que je suis pas en train d'être mis hors jeu du collectif? En période de confinement, on est éloignés les uns des autres. En période déconfinée, qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas être au travail, en présence, en même temps que les autres? Il est très tôt pour tirer des conclusions de ces chiffres-là, puisque c'est une nouvelle expérience que l'on vit tous en ce moment. Mais on voit bien que, à minima, on peut s'entendre sur le fait que le télétravail n'est pas complètement rentré dans les mœurs. Il y a encore des choses qui paraissent non construites, il y a encore des choses qui créent de la tension. On a quand même plaisir à se retrouver quand on se retrouve. Pour 12% d'entre vous, c'est pas du plaisir, c'est de la tension, voire de la contrainte. Donc, on a quelque chose à faire. Et ce qu'on a à faire, c'est à construire ça. Il faut dépasser la période
éloignement sanitaire, on fait ça pour des raisons purement médicales d'une certaine façon, à comment je construis au sein de mon collectif ma place, nos interactions en télétravail. Mais il y a une idée dont il faut un peu se préserver. Ce serait que, ok, c'est bon, on a compris quoi. C'est rentré dans les mœurs, on sait faire, on a pigé. Non, il se joue encore des choses au niveau de l'acceptation, au niveau de l'organisation du télétravail. J'ajoute, parce que mes diapos ont été inversés, mais ça c'est pas bien grave, que quand on regarde aussi fin juin, donc on était déconfinés, il y avait 17% de personnes en télétravail et fin septembre, il y en avait 12. Donc dès qu'on a pu se déconfiner, on a arrêté le télétravail concrètement. J'en viens à une deuxième idée reçue. Celle-ci, elle a un petit peu la vie dure, hein. On va y passer un petit peu de temps. On entend parfois le télétravail, au fond, c'est comme au bureau, sauf qu'on le fait à la maison. Et ça, c'est loin d'être évident et c'est loin d'être une vérité qu'on ne peut pas déconstruire à son tour. Je vous présente Leïla et Jean. Leïla et Jean sont contrôleurs de gestion. Alors, contrôleurs de gestion, ça veut dire qu'ils prennent des dossiers d'investissement, des CAPEX, et puis qu'ils travaillent dessus pour imputer les comptes, pour calculer un taux de rendement interne, pour préparer l'investissement avec la banque, avec le fournisseur, etc. Il se trouve que Leïla et Jean, ils font le même boulot et ils ont un peu deux types de dossiers. Ils ont des dossiers très simples. Voilà, on renouvelle un parc informatique, il suffit de mettre une ligne dans un tableau comptable et puis ça va, hein, c'est fini. Et puis ils ont des dossiers beaucoup plus complexes avec des affectations de comptes à faire, éventuellement des choses à l'étranger avec des questions de monnaie à convertir. Donc des dossiers très complexes qui font appel à beaucoup de choses et beaucoup de connaissances de l'entreprise. On va voir Leïla et puis on lui dit, écoute Leïla, comment tu veux t'organiser avec le télétravail? Elle va nous répondre, bah, vous savez, moi, chez moi, je suis au calme, personne m'embête. C'est vraiment pour moi le moment de faire les dossiers complexes. Au bureau, je vais enchaîner les petits dossiers simples. Si je suis dérangé, c'est pas grave, j'aurai le temps d'aller boire un café, etc. Par contre, à la maison, je me concentre, je suis dans ma bulle et je peux faire les dossiers complexes, j'avance plus vite. On va trouver que c'est une bonne réponse, que c'est intelligent, que c'est construit, et donc on va dire on va généraliser ça. Mais quand on va aller voir Jean, Jean il va nous dire bah moi les dossiers complexes j'ai besoin d'interagir, j'ai besoin d'aller voir les méthodes, j'ai besoin d'aller voir la prod, j'ai besoin d'aller voir des collègues, il y a des choses que je maîtrise pas complètement, j'ai besoin d'interaction, j'ai besoin d'en discuter, j'ai besoin d'élaborer quelque chose autour de ça. Alors qu'à la maison, je peux enchaîner les dossiers simples, ça va tout seul, personne ne me dérange et puis j'ai l'impression d'en faire beaucoup plus. À la fin de ma journée, je suis fatigué, mais au moins j'ai plié mes dossiers simples. Donc lui, il a un fonctionnement inverse. Ça, c'est une situation un peu caricaturale que je vous raconte, mais qu'on trouve dans beaucoup des entreprises dans lesquelles nous, on intervient. Et on se rend compte qu'au final, les télétravailleurs sont beaucoup plus efficaces dans leur travail pour faire leur activité quand ils peuvent s'organiser, quand ils peuvent décider ce que je fais au bureau, ce que je fais à la maison ou ce que je fais dans un tiers-lieu éventuellement, puisque certains de nos clients ont eu recours aussi au tiers-lieu pour éviter les transports en commun, mais conserver un environnement de travail plus propice. Ils sont beaucoup plus efficaces quand ils peuvent s'organiser, quand ils peuvent agir sur cette organisation, quand ils ont la main dessus, que lorsqu'ils se font organiser. Quand l'organisation vient d'en haut et qu'on vous dit bah, il y a les équipes A, il y a les équipes B, ça peut être l'ordre alphabétique. Quand on vous dit ce type de tâches on les fait à la maison, ce type de tâches on les fait au bureau, bah, ça va pas forcément coller à tout le monde. Donc il y a pas une idée qui serait on prend son ordinateur, on prend son travail, on l'emmène à la maison et on a la même chose. L'environnement est différent, les interactions sont différentes, elles sont d'ailleurs moindres hein, quand on est à la maison avec ses collègues. Et donc ce sont des nouvelles modalités qu'il faut co-construire avec les salariés. Et je vous donnerai tout à l'heure quelques pistes pour voir comment on peut le faire justement de manière très pragmatique. Donc le télétravail, c'est pas comme au bureau mais à la maison, c'est autre chose que le bureau à la maison. Et chacun est différent dans son approche du travail, que ce soit au bureau ou que ce soit dans un autre cadre. Une troisième idée reçue qu'on entend beaucoup également, le télétravail dégraderait les collectifs. Alors il y a une contradiction hein, quand on entend cette idée parce que on nous dit le télétravail, oh, c'est bof, ça met plus de distance entre les personnes.
Mais on entend aussi, ah, le télétravail, c'est bien, parce que ça nous permet justement d'échapper à toute cette dégradation des collectifs qu'on connaît parfois. Alors, dégradation des collectifs, ça ne veut pas dire forcément que les gens se tapent dessus, hein, mais simplement, quand on travaille sur un open space ou quand on travaille sur un même bureau, on va avoir des interruptions, on va avoir du bruit, on va avoir des bavardages, des difficultés à se comprendre. Et donc, le télétravail permet de se prémunir de ce type de situation. Donc c'est contradictoire hein, parce que soit on veut de la distance, soit on n'en veut pas, mais au bout d'un moment, il faut trancher. Mais en tout cas, le télétravail est vécu comme quelque chose qui va mettre de la distance et qui va, d'une certaine façon, dégrader les collectifs. Ben, nous, on pense que non. Nous, on pense que le télétravail n'est que le reflet de votre organisation. Et au fond, la seule question que pose le télétravail, c'est qu'est-ce qu'on fait au bureau? Si au bureau, je viens participer à des temps collectifs utiles où l'on construit des choses, où on avance sur les outils, où on pilote l'activité, où on échange sur nos difficultés, eh bien, le télétravail n'est plus une question puisque tout ça, je le fais au bureau. Si j'ai besoin d'aller au bureau et que je suis en capacité d'y aller, alors le télétravail n'est plus une question puisque ce n'est jamais qu'un accessoire à ce travail que l'on fait au bureau. Si votre organisation fonctionne et que vos collectifs fonctionnent, ils fonctionneront en télétravail comme ils fonctionneront au bureau. Donc le télétravail ne dégrade pas les collectifs. Si votre collectif est déjà dégradé, c'est sûr que ça ne va pas arranger. Hein. Mais si votre collectif il est soudé et il se bâtit autour de règles communes que l'on peut discuter avec des temps qui sont des temps productifs au bureau où on sait pourquoi on vient et on sait ce qu'on vient y faire, alors le télétravail ne dégradera pas ça. Et puis on nous dit aussi il faut du collaboratif. Et pour avoir du travail collaboratif, il faut des outils vraiment collaboratifs. C'est un sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais il faut ménager des temps informels. Alors par exemple, beaucoup de nos clients ont mis en place la machine à café virtuelle, par exemple. C'est une espèce de salle de visioconférence dans laquelle on peut aller discuter, il y a du monde, il n'y a personne, mais on a des petits temps comme ça, collectifs, pas forcément un contre un, ou un avec un, mais des temps collectifs dans lesquels on peut venir parler de sa difficulté, du rapport qu'on a eu avec tel client, de ce coup de fil qu'on doit donner, puis qui nous enquiquine un petit peu parce qu'on ne sait pas comment on va faire. Tous ces temps informels-là qui existent au bureau, il n'y a aucune raison qu'ils n'existent pas au télétravail. Alors ce sera toujours dégradé, ce sera jamais aussi bien, mais on peut avoir des moments collaboratifs où on a de la discussion en collectif autour des sujets du travail. Si on a ces deux visions-là, il n'y a aucune raison que le télétravail, au fond, dégrade le collectif. Une quatrième idée reçue que j'aimerais déconstruire avec vous ce matin, et celle-ci, elle nous a été remontée dans pas mal de mails qu'on a pu recevoir avant ce webinaire, c'est que le télétravail impliquerait plus de contrôle. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que pour les managers, il y a un sentiment de perte de contrôle qui est réel. Hein. On le voit dans les enquêtes, puis ils nous le disent. Hein. Je vois pas ce qu'ils font. Bah oui, ils sont pas là. Donc c'est compliqué de voir ce que font les personnes en télétravail. On va pas leur mettre une webcam Big Brother pour surveiller tout ce qu'ils font. Et de ce fait-là, on a deux sujets. On a un premier sujet qui est que nos managers vont être dans la sursollicitation, la survérification. Donc certains managers vont se rassurer en demandant plus de reporting, en faisant plus de temps d'échange de type visioconférence en one-to-one, comme on dit aujourd'hui, contrôler ce qui est fait, vérifier un certain nombre d'indicateurs ou de tâches intermédiaires qu'on n'avait pas l'habitude de vérifier en présence. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est un peu plus grave d'un point de vue de la santé psychologique au travail, c'est que on a des managers qui vont parfois arriver à se retrouver enfermés dans un rôle de prescripteur. C'est-à-dire que leur boulot, ça devient d'énoncer des règles. On était avec l'équipe dans une usine là, il y a quelques jours et on nous expliquait qu'on avait demandé aux managers de faire les plans de circulation pour éviter les contaminations en télétravail. Ils ont fait un super boulot, mais quand ils ont produit ce travail-là, quand ils l'ont montré aux équipes, bah, les équipes, elles ont rigolé. Elles ont dit, on va faire autrement. Parce que quand vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous ne connaissez pas aussi bien le travail que ceux qui le font. Et les passages, la différente répartition des équipes au sein de l'usine bah, n'était pas bien faite par les personnes qui l'avaient fait en télétravail.
On a d'autres exemples comme ça. Moi, je cite souvent cet exemple d'une crèche, hein, la petite enfance, dans laquelle la directrice qui était confinée prenait des décisions sur on met les masques, on met pas les masques, dans quelle activité on les met pas, alors que les professionnels sur le terrain, elles savaient ça, et donc elles n'avaient pas besoin d'une prescription pour leur expliquer. Or, le cadre qui est en télétravail et à qui on a dit bah maintenant il faut que tu surveilles et il faut que tu gères, va être un peu dans une limitation et va se contenter d'énoncer des règles. Et énoncer des règles, ne faire que ça, c'est se couper de la vie de l'équipe. Donc on a des managers qui sont un peu en difficulté par rapport à ça. D'où ça vient ça? Ça vient du fait que on a un focus, et c'est bien normal, et je vous donne pas le conseil d'arrêter, hein, on a un focus régulier sur les résultats du travail. On a la culture du résultat, on a la culture du livrable. C'est important, mais ça, c'est pas le travail. Le travail, c'est pas le livrable. Le travail, c'est pas le résultat. Le travail, c'est tous les efforts, c'est toutes les difficultés, c'est comment je m'adapte au réel de la situation, comment je m'adapte aux paramètres du jour, quel compromis je fais. Ça, c'est travailler. Travailler, c'est s'adapter à une situation réelle. Et ça, c'est assez peu reconnu. On parle souvent d'invisibilité du travail. On dit ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est pas qu'on les voit pas. C'est que quand on est en présence, on le détecte naturellement. Et dès qu'on est en absence, on ne le détecte plus. Quand vous êtes en présence au bureau et que vous avez un collaborateur qui s'enferme dans son bureau, qui met un panneau ne pas déranger et puis qui se met la tête comme ça devant son écran, vous avez compris qu'il a un problème de difficulté, de charge de travail, etc. En télétravail, vous ne voyez pas ça. C'est rendu complètement invisible. Donc, vous allez focaliser sur est-ce qu'il a rendu le dossier en temps et en heure? Est-ce qu'il a appelé le nombre de clients qu'il devait appeler? Mais ça ne vous dit rien du travail qu'il a fait, des compromis, des difficultés, des efforts qui ont été les siens. Ça nous amène à cette idée que quand on est en télétravail, un pilotage par les résultats n'est pas adapté. On doit, dans la vie d'entreprise, et c'est bien normal, surveiller ces résultats, agir en fonction de leur dégradation, de leur évolution, des résultats qu'on atteint, positifs ou négatifs. Ça, c'est bien évident. Mais quand on est en télétravail, l'activité ne se pilote pas naturellement parce qu'on n'a pas ces interactions-là. Et alors c'est une notion un peu difficile à appréhender, mais ceux parmi vous qui ont fait des normes ISO, vous connaissez ça par cœur, hein. On ne pilote pas un process par des indicateurs de résultats, on le pilote par des indicateurs d'activité. Il nous faut donc construire un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer quel est le taux d'activité et quelles sont les difficultés que rencontrent nos collaborateurs en télétravail. Et ça, c'est tout, sauf les résultats. Si vous dites j'ai des passages intermédiaires, si vous dites j'ai des valeurs intermédiaires à atteindre, et puis tout au long de la vie, je surveille ça, alors vous atteindrez les résultats. Mais si vous attendez de ne pas avoir le résultat pour demander mais qu'est-ce qui s'est passé, vous avez une difficulté en télétravail puisque ça va être vécu comme une invisibilisation des efforts, des compromis et de tout ce qu'on a pu faire dans son travail pour arriver à un résultat. Il y a donc une posture managériale à construire et qui n'est pas une posture de contrôle. Et il y a un cadre à poser qui n'est pas un cadre de pilotage par les résultats, ou plutôt qui n'est pas un cadre de pilotage que par les résultats. La posture, c'est la posture de confiance. Et en télétravail, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il faut faire confiance, il faut déléguer. Quand on parle de délégation ici, on parle de la vraie délégation, c'est-à-dire pas fais les choses comme j'aurais voulu comme je les aurais faites moi-même. Hein. C'est voici un sujet qu'on doit travailler ensemble, tu te l'appropries et tu le règles à ta façon. Et puis le cadre, c'est un pilotage des process qui doit être fait par l'activité. Encore une fois, ce pilotage par l'activité, si vous êtes ISO, conforme, etc., vous l'avez déjà. Il s'agit de le rendre compatible avec un télétravail. Si c'est des notions que vous n'avez pas encore mis en œuvre dans l'entreprise, ça, il va falloir le créer. Et c'est pas forcément quelque chose de compliqué, mais c'est une chose à laquelle il faut penser. Une dernière idée reçue, qui est un petit peu la synthèse de tout ce qu'on vient de dire et qu'on entend aussi relativement souvent, c'est que le télétravail ne serait qu'une seule et unique question d'aptitude individuelle. Bien sûr, il y a des dimensions individuelles au télétravail. Alors déjà, tout simplement, sans faire appel aux compétences des uns et des autres, il y a les aspects pratiques.
comment est mon logement, comment se compose ma famille, est-ce que je peux m'isoler, est-ce que j'ai un grand appartement avec une pièce dédiée ou est-ce que je travaille sur la table de la cuisine. Ça, c'est des choses qui rentrent en considération. Sur le plan plus des compétences, il y a la capacité à se servir des outils, il y a la capacité à communiquer, il y a la capacité d'être en autodiscipline, de respecter des temps, de s'y tenir. Et ça, c'est une dimension individuelle qui est très importante et je souhaite que mon discours soit pas interprété comme ça n'existe pas et on y met de côté. En revanche, ce que je vous dis moi, c'est qu'il y a une dimension collective du télétravail. Quels sont nos temps collectifs? J'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on y fait? Quel est notre degré d'autonomie? Quels sont nos processus de décision? Comment est-ce que moi, en télétravail, je vais savoir que là, j'ai une décision à aller chercher ou que cette décision, je suis capable de la prendre tout seul? Quel est notre fameux système de pilotage dont je parle depuis tout à l'heure? Comment est-ce qu'on régule la charge de travail? Comment est-ce que je saurais dire, attention, là j'arrive dans le rouge, qu'est-ce que je fais si j'arrive dans le vert ou dans le trop vert, hein, si j'ai moins de travail, vers qui je me tourne, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux participer, comment on peut utiliser ce temps qui est disponible à mon niveau pour aider le collectif, pour travailler sur des sujets de fond. Tous ces points-là, c'est la dimension collective du travail. Et nous, on dit, ce sont d'abord vos organisations qui sont aptes ou inaptes au télétravail. Vous pouvez mettre, c'est comme en sport, moi j'y connais rien en sport, mais vous mettez les meilleurs joueurs du monde dans une équipe, mais ils n'ont pas un fonctionnement collectif, des règles de jeu, une stratégie de jeu, ça m'étonnerait qu'ils gagnent la Coupe du Monde. Il nous faut nous focaliser sur nos systèmes plus que sur nos acteurs, hein, pour reprendre la formule de Crozier. C'est l'organisation qui est éventuellement apte au télétravail ou éventuellement inapte au télétravail. Là-dedans, il y a des personnes, donc il faut que les personnes aient des capacités individuelles et on peut les travailler et il faut les travailler, mais il faut d'abord se focaliser sur le système, sur le process, sur l'organisation du travail. C'est ça la clé. Alors là, on avait un sondage et je vais vous le diffuser du coup. Donc, je vous diffuse un sondage que je vais essayer d'afficher pour vous le partager. Chez vous, quels sont les principaux freins au télétravail? Est-ce que de votre point de vue, ça vient d'une activité qui s'y prête pas? Ça, c'est clair, quand on travaille en usine, c'est des choses qui viennent assez naturellement. Est-ce que c'est cette difficulté que j'évoquais de contrôler le travail? Est-ce que c'est les salariés qui n'y adhèrent pas? Est-ce que c'est les managers qui sont en difficulté? Est-ce que c'est cette difficulté à maintenir le lien entre les équipes pendant le télétravail? Je vous laisse répondre. Alors, on avait voulu une case autre, mais l'outil ne le permet pas. Alors, 60 d'entre vous, soit la moitié, à voter. Encore quelques secondes et on va se regarder les résultats. Voilà, je ferme. Je vous partage les résultats. Alors moi, je ne les vois pas. La majorité d'entre vous répond, j'ai pas de bons yeux, mais environ 60%, que le principal frein au télétravail, c'est la difficulté à maintenir du lien. Pour un 37%, l'activité ne s'y prête pas, donc là, il n'y a pas grand-chose à discuter, hein. Si l'activité ne s'y prête pas, bah, le télétravail, forcément, bah, c'est pas quelque chose, c'est pas une modalité à laquelle on peut recourir. Mais vous voyez que pour un quart d'entre vous, la difficulté de contrôler le travail. Ça renvoie à ce que j'étais en train de vous dire, c'est si vous prenez l'idée qu'il faut contrôler que les résultats,
alors vous aurez toujours cette difficulté. Si vous dites j'ai besoin d'indicateurs intermédiaires, d'indicateurs d'activité, comme la charge de travail, comme un nombre d'appels entrants, comme un temps de disponibilité, comme un nombre de jours engagés sur un dossier, hein, si vous faites de l'ingénierie ou si vous faites du conseil, si vous n'avez pas ces indicateurs intermédiaires, vous ne pourrez de toute façon pas contrôler le travail. Hein. La question c'est, doit-on contrôler le travail ou doit-on le piloter? Et bien entendu, un pilotage par des indicateurs d'activité avec des rituels simples pour faire ce pilotage-là sont des choses qui vont vous enlever cette idée que le travail doit être contrôlé en télétravail. 25% un quart également, les salariés n'adhèrent pas. Ça rejoint un petit peu l'ensemble de tout ça parce que quand vous avez une difficulté sur le pilotage et une difficulté à maintenir les collectifs, évidemment que pour les salariés, c'est des choses qui se cumulent. Hein. Et puis, un tiers d'entre vous nous disent que les managers sont en difficulté, et c'est une conséquence de ce qu'on est en train de se dire. Mais vous voyez bien que ce qui ressort le plus, c'est la difficulté à maintenir du lien. Et c'est vraiment sur ces points-là que je voudrais aller. Mais je voudrais que vous puissiez regarder cette difficulté à maintenir du lien au regard de tout ce que je vous propose d'autre comme question et de tout ce qui vient d'être dit. Maintenir du lien, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenir du lien, ça ne veut pas dire avoir un collectif psycho-affectif qui fonctionne, où tout le monde s'entend bien, où tout le monde discute, etc. C'est pas la question. Ce que vous avez besoin de maintenir en télétravail, c'est un collectif de travail. Donc un collectif qui est en capacité de se piloter, d'énoncer des règles, d'avoir des temps collectifs où on y fait des choses précises. C'est un collectif qui définit sa manière de s'organiser. Hein. Pensez à Leïla et Jean de tout à l'heure. C'est un collectif qui peut discuter de ça, qui peut s'adapter par rapport à ces environnements-là. Et là, vous aurez un collectif avec du lien. Il ne faut pas remplacer la discussion sur le travail, sur son contenu, sur son organisation, par une discussion de l'ordre du psycho-affectif. On s'entend bien, on s'aime bien, on discute, il y a une bonne ambiance. La bonne ambiance, on s'aime bien, on discute, est une conséquence d'un collectif qui est capable de faire travail. Alors, pour avancer là-dessus et répondre à cette question de difficulté, la difficulté à maintenir du lien et à maintenir un collectif, on va vous proposer 4 pistes pratico-pratiques. La première d'entre elles, et ça renvoie à tout ce qu'on s'est dit, c'est d'identifier au sein de chaque équipe quels sont les temps collectifs qui sont importants pour nous, pour le travail, pour faire le travail correctement. Donc vous posez une question toute simple à votre équipe. À quel moment, pour faire quoi, est-ce que vous avez le plus besoin des autres, d'autres acteurs, d'autres intervenants pour faire votre travail, pour faire un travail de qualité? Vous avez besoin de qui et dans quel cadre, pour faire quoi? Vous faites travailler l'équipe là-dessus et ça va vous donner un petit tableau. Alors, il faut un tableau de 4-5 lignes. Hein. Il n'est pas question de faire un Excel de 30 lignes là-dessus. Il faut vraiment rester sur le plus essentiel. Vous allez identifier de quel temps collectif on parle, les acteurs qui sont concernés. Vous vous demandez, mais comment on faisait avant la crise? Alors, il faut se dire la vérité des prix. Hein. Il faut parler très clairement de comment on faisait avant la crise. Je vous expliquerai ce que je veux dire par là. Et puis, vous avez 2 choses à construire. Comment on va faire ça en télétravail? Alors, le vrai télétravail, pas l'éloignement sanitaire, c'est-à-dire quand on a des temps au bureau et des temps en télétravail, quand on fait un télétravail construit et accepté, donc quand il y a de la présence qui est possible. Et puis, quelle modalité on peut mettre en œuvre quand on va être en confinement? C'est-à-dire que là, on est en éloignement sanitaire et il n'y a plus de présence possible ou vraiment à la marge. Alors, les exemples que je donne sont un peu sortis du chapeau, hein, mais j'imagine qu'il y aura certainement un temps collectif autour du suivi de la charge de travail. Bah, tiens, comment on fait qui et comment on fait le suivi de la charge de travail aujourd'hui au sein de notre équipe? Bon, ça concerne globalement l'équipe et puis le chef, le N+1. Comment on le fait aujourd'hui? Si on veut se dire les choses sérieusement, bah, c'est majoritairement de l'informel. C'est-à-dire qu'on voit bien ou qu'on se dit ou qu'on se croise et qu'on se dit, bah là, je suis charrette. Bah moi j'ai un petit peu de temps, c'est des choses qui sont très informelles et éventuellement on peut en parler aussi en réunion d'équipe. Comment on va faire ça demain en télétravail? Est-ce qu'on se met une jauge qu'on remplit, très subjective, avec vert, orange, rouge, et puis bah, en ce moment je suis rouge, hein. Et quelle décision on prend quand on est rouge? Ou au contraire, bah, moi je suis vert, quelle décision on prend quand je suis vert? Comment on va faire ça en télétravail? Comment on va faire ça quand on est en confinement?
Alors, je ne sais pas s'il y a des membres de mon équipe en ligne, là, parce que je vois pas les noms, mais nous, on a fait un peu ce travail-là. Et en gros, ce qu'ils m'ont dit, nous, comme temps collectif identifié, il y a le fait que entre nous, on a besoin d'échanger sur les difficultés qu'on rencontre dans nos missions, et puis sur les consignes que donne le chef, ou en l'occurrence moi, parce qu'on les comprend pas toujours, ou on n'est pas toujours d'accord avec. Et de pouvoir en parler ensemble, ça permet de réguler quand même pas mal de choses sans le regard du chef, parce que exprimer ses difficultés, ses incompréhensions, ses désaccords en présence du chef, c'est pas comme le faire dans l'équipe. Et donc une modalité qui a été mise en place, c'est vous faites des réunions sans moi, quoi. Vous faites des réunions sans le chef. On avait une habitude de travail où dans le calendrier, moi je pouvais voir que mon équipe elle était en train de se réunir. J'avais peut-être un peu tendance à me connecter en disant bah tiens, puisque je les ai sous la main, je vais passer un message ou deux puisqu'ils sont ensemble. Non, il y a une modalité qui est on a des temps d'échange sur nos missions, sur ce qu'on fait, en dehors de la présence du chef. Bon, chez vous, il y aura peut-être autre chose, mais chez nous, ça a quand même apporté quelque chose déjà de se le dire. On a besoin d'avoir des temps d'échange sans le chef. Le support sur les difficultés, c'est l'équipe, c'est toujours de l'informel. Comment on va faire en télétravail? Est-ce qu'on crée une instance toutes les semaines, tous les mois, que sais-je, dans laquelle on va discuter un peu en co-développement ou des choses comme ça, des difficultés qu'on rencontre, des difficultés opérationnelles sur le travail qu'on fait? Est-ce qu'on a un système de machine à café virtuel? Est-ce qu'on a la culture de ça? Est-ce qu'on sait faire ça? Oui, si on se pose pas les questions, on ne le mettra pas en œuvre. Donc, ils doivent vous ressortir 3 ou 4 lignes par rapport à ces temps collectifs qu'on identifie comme étant importants. On va trouver des modalités. Et ce que je vous invite à faire, c'est à vous poser fermement la question, avant de cadrer autre chose, est-ce qu'on a besoin de cadrer autre chose? Est-ce qu'on a besoin de recréer des temps qui ne sont pas des temps qui sont à la demande des équipes? On a tous, en tant que manager, eu un peu le travers, enfin en tout cas moi je l'ai eu, de dire les choses elles sont comme ça et on va donc créer un temps pour faire ça, un temps pour faire ça, un temps pour faire ça et inviter tout le monde, mais c'est pas forcément leur demande. Donc faites travailler l'équipe sur leurs demandes, leurs besoins à eux en matière de temps collectif de travail. Une deuxième piste, je vais passer très vite là-dessus, mais je pouvais pas la passer sous silence parce que on a quand même des sujets. Hein. Nous, chez les clients où on va, on a quand même des gros sujets sur les outils. Donc TIC, c'est technologie de l'information et de la communication, l'informatique au sens large. Est-ce que vos outils sont vraiment collaboratifs? La petite astuce que je vous donne, si vous envoyez plus d'une pièce jointe par jour en interne, c'est que vos outils sont pas collaboratifs. La pièce jointe, c'est le truc qu'on fait parce qu'on n'a pas un outil collaboratif. Alors, ceinture blanche, déjà, est-ce que en technique, vous avez des outils qui le permettent? Est-ce que vous avez SharePoint ou autre chose qui vous permettent vraiment d'avoir des documents partagés avec vos applications métiers? Est-ce que vos applications métiers discutent avec vos applications bureautiques? Bon, ça, c'est des choses qu'il faut vite régler si c'est pas le cas. Ceinture jaune, la question des usages. Est-ce qu'on utilise bien tout le potentiel de nos outils? On se rend vite compte que non. On se rend vite compte qu'on passe justement par des pièces jointes et par des tableaux Excel parce qu'on ne sait pas aller interroger les bases de données et qu'on ne sait pas construire des choses qui sont en direct depuis SAP ou depuis le système que vous utilisez ou le RP que vous utilisez. Et puis enfin, ceinture verte. Alors, on n'est pas encore ceinture noire, mais ceinture verte, l'appropriation par l'équipe. Est-ce que on l'utilise bien de manière appropriée et est-ce qu'on a bien compris à quoi tout ça, ça sert? J'ai pris l'exemple tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment besoin du N+1 à toutes les visioconférences? Est-ce qu'on a bien réfléchi à tout ce qu'on fait aujourd'hui en visioconférence qu'on ne faisait pas avant? Il y a quand même des visioconférences qui pourraient largement être remplacées par des appels téléphoniques. Il y a des choses qui peuvent être faites autrement pour ne pas se faire manger par les outils. Et donc, il faut se les approprier pour utiliser l'outil correctement sans que l'usage de l'outil devienne un enjeu. Ça, c'est facile dans vos entreprises, soit ça marche, soit ça marche pas. Mais on a, nous, beaucoup de clients qui ont eu déjà des difficultés sur la technique, qui ont réussi à dépasser ça parce que le confinement l'a un peu obligé. Mais aujourd'hui, il y a des questions d'usage qui se posent et qui sont un peu cuisantes quand même pour des salariés qui courent derrière l'outil informatique.
Donc, il faut vraiment que vos outils soient collaboratifs, appropriés, et ça mérite qu'on y passe un petit peu de temps. Et c'est pas toujours des choses qui ont été prioritaires de manière paradoxale dans les 2 confinements qu'on a connus, parce qu'il y avait trop d'urgence. Mais ça devient une urgence que nos outils soient vraiment collaboratifs. Troisième piste de travail, ça va peut-être vous surprendre, mais ça concerne les ressources humaines et refaites votre métier. On a des ressources humaines, des services ressources humaines qui ont été extrêmement actifs, qui sont d'ailleurs souvent épuisés. Il a fallu gérer l'activité partielle, on les a beaucoup associés sur les mesures sanitaires, on les a énormément sollicités sur les entrées-sorties de personnel. Malheureusement, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, elles ont aussi à travailler des questions d'organisation et du fait qu'on doit ajuster un peu la voilure par rapport aux prévisions commerciales. Donc, elles font beaucoup de choses, nos RH. Mais qui s'occupe de RH vraiment actuellement. Je vais prendre l'exemple d'un client qui fait de l'aide à domicile. Donc, c'est un métier complètement sinistré. Il y a plus personne veut faire ce métier-là, donc on n'a vraiment pas de main-d'œuvre à mettre face aux bénéficiaires, qui sont des gens qu'on va accompagner à domicile pour les gestes du quotidien, qui sont souvent âgés ou handicapés. Et donc on a toute la structure, c'est une grosse structure, on a toute la structure qui s'occupe à appeler les bénéficiaires et à voir ce qu'on peut arrêter de faire parce qu'on n'a vraiment plus la ressource. Donc, on va appeler des bénéficiaires, leur dire on venait faire le ménage 3 fois, on va peut-être venir que 2. On donnait 3 repas, on va peut-être en donner que 2. Essayer de diminuer un petit peu la charge parce qu'on n'est plus en capacité de fournir la main-d'œuvre. Tout le monde s'occupe de ça, les RH sont en première ligne là-dessus. Peut-être qu'il faudrait aussi dégager un petit peu de temps pour parler de marque employeur, pour aller chercher des personnes qui éventuellement pensent pas à ce métier-là et qui pourraient avoir envie d'y rentrer. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, même à court terme, ça a du sens sur un métier comme celui-là. La polyvalence, la polycompétence, il y a des choses qu'on fait pas parce qu'on n'a pas les compétences adéquates au bon endroit et au bon moment. Et puis dans cette entreprise, il y a un gros taux d'absentéisme. On pourrait gagner facilement 10% de main-d'œuvre en résolvant la moitié de l'absentéisme. Il y a des sujets d'évaluation qui vont se poser parce qu'on passe une période qui est quand même difficile. Ça fait 1 an que c'est compliqué pour les gens qui travaillent là-dedans. Comment tout ça, ça va vivre au moment de faire l'évaluation des personnes, l'évaluation aussi des process. Tout ça, on s'en occupe pas parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Il faut que les RH refassent leur métier et reviennent sur le devant de la scène en architecte de la relation humaine au travail. Il y a beaucoup de retard qui a pu être pris ici ou là parce qu'on n'a pas suffisamment parlé RH au sens vraiment cœur de métier, recrutement, évaluation, plan de formation, polycompétences, gestion des questions de qualité de vie au travail, d'absentéisme. Tout ça, ça va participer à construire un télétravail de qualité parce qu'il faut que les gens ressentent aussi que leurs tensions sont prises en compte pour pouvoir se remobiliser dans le travail. Et puis, ça, c'est un point que j'ai promis à un client qui est présent parmi nous, parce qu'effectivement, le sujet s'est posé chez lui de manière assez cuisante. On s'est rendu compte chez ce client, dans le secteur de la banque, qu'on a des personnes qu'on n'a pas vues depuis des mois, certaines depuis mars d'ailleurs. Il est temps que les ressources humaines puissent faire un bilan individualisé avec ces personnes-là sur leur vécu, sur leurs aspirations. C'est pas parce qu'on vous a pas vu depuis mars que vous n'êtes pas dans l'entreprise, donc que vous n'avez pas droit à un plan de formation, que vous n'avez pas droit à un plan d'accompagnement. Et il y a quelque chose à faire autour des personnes qui ont été beaucoup en télétravail. Et la première de ces choses, c'est de les écouter et d'entendre ce qu'elles ont à nous dire sur leur vécu et ce qu'on pourrait mettre en place. Nous, notre proposition, c'est bien sûr, dès qu'on sera autorisé, d'avoir au moins une journée ouverte, un séminaire, une journée de travail autour de ces questions-là. Comment on clarifie le rôle que peuvent jouer les ressources humaines dans la période que l'on vit et pour préparer le télétravail de demain. Je vous donne une dernière piste. Bien évidemment, on va parler du management. Alors, quand on dit outiller le management, on a parfois un peu la tendance à dire on va les envoyer en formation, on va leur apprendre des nouvelles compétences, etc. Nous, on est plus sur des choses simples, basiques et qui fonctionnent. D'abord, si on veut vraiment aider le management, on peut les aider en formalisant partout où c'est nécessaire, ça n'est pas nécessaire partout, un véritable système de pilotage comme j'évoquais tout à l'heure. Un pilotage par l'activité qui va permettre de cadrer les actions du quotidien.
de quels indicateurs d'activité j'ai besoin en matière de qualité pour pouvoir décider des actions que je mets en œuvre. De quels indicateurs d'activité, de charge de travail j'ai besoin pour décider de j'enlève un dossier à l'un, je le donne à l'autre, ou je prends le temps qui est là pour faire de la formation, enfin bref, pour gérer l'activité quotidienne de mon équipe. Sortir du pilotage par les résultats c'est important, on l'a dit tout à l'heure, mais on ne pilote pas par les résultats, on pilote par l'activité. Donc qu'est-ce que je peux mesurer? Comment on le fait avec l'équipe en télétravail? Est-ce que c'est des temps au bureau? Est-ce que c'est des temps qu'on fait plutôt dans un tiers-lieu ou à la maison? Pour avoir toujours une espèce de boussole, une espèce de carte, pour se situer sur une carte et dire, bah voilà, on est là et on peut aller là. C'est pas compliqué à faire, ça demande une sensibilité aux questions de process et de pilotage des process. C'est des choses toutes simples. Dans une banque où on est intervenu il y a quelques mois maintenant, tout simplement, ils ont mis en place une jauge et chaque salarié, alors c'est un truc informatique tout bête, hein, chaque salarié dit, bah moi, sur ma charge de travail, je suis plutôt de ce côté-là ou plutôt de ce côté-là, hein, une jauge avec une flèche. Ça, c'est mis en commun, c'est discuté. Et l'important, c'est pas tellement le résultat, hein, c'est pas ce qu'on va afficher. L'important, c'est la discussion. Et là, on va se dire, bah, je vois qu'un tel est en surchauffe, qu'un tel a plus de temps. Comment vous pouvez vous aider? Ça, c'est un système de pilotage de l'activité. Et quand il est fait correctement, il permettra d'atteindre le résultat. Deuxième outil pratico-pratique pour nos managers, bah, il faut les aider, les outiller à avoir des temps de prise en compte et de traitement des problèmes qui se posent aux équipes en télétravail. C'est un grand angle mort, ça. Les équipes en télétravail, elles vont rencontrer des problèmes, c'est normal, dans l'informatique, de la téléphonie, des clients, des process qu'elles connaissent pas, des difficultés à comprendre des choses, des problèmes sur le cœur de métier. Elles n'ont pas toujours l'endroit où elles peuvent porter ça, déposer ça et permettre d'avoir une discussion collective et qu'on leur traite ces problèmes-là. Un problème non traité au bureau, on le voit vite, les effets on les voit vite, on corrige vite. Un problème, y compris un problème tout bête d'informatique, non traité en télétravail, la personne elle est seule. Et ce qui est important, c'est que les problèmes soient pris en charge par le collectif. C'est le collectif qui va résoudre les problèmes et c'est lui qui doit prendre des choses en charge. Donc, il nous faut des petits rituels alors, est-ce que c'est de l'amélioration continue, de l'AIC, animation intervalle court, hein, vous connaissez ces outils-là, mais on doit pouvoir leur permettre d'avoir des temps d'expression, de prise en compte, d'escalade et de traitement des problèmes qui se posent spécifiquement dans le télétravail. Enfin, un dernier outil pratico-pratique qu'on peut mettre en place pour le management. Alors là aussi, je vous ai dit tout à l'heure, il faut éviter que le management s'enferme dans un rôle prescriptif. Donc nous, on vous invite à pas envoyer les managers en formation où ils vont s'entendre dire voilà comment il faut faire, puisque c'est justement ce qu'on veut éviter. Ce qu'on peut mettre en place de manière plus efficace, moins coûteuse et plus facile à faire, c'est des temps d'échange sur la pratique. Le management à distance, c'est une nouvelle pratique, certains l'avaient, d'autres la découvrent. Et ben, il faut qu'on puisse échanger là-dessus. Alors, par exemple, de méthodes qui fonctionnent bien, il y a la méthode du co-développement, ça marche très bien à distance. Si on peut, on le fait en présence également. C'est des méthodes simples, il suffit d'un animateur un peu formé. Et dans le co-développement, on va mettre en œuvre de l'intelligence collective et on va se parler des problèmes qu'on rencontre. Moi, j'ai tel problème avec tel télétravailleur, qu'est-ce que tu as fait, comment toi tu aurais fait, et quelle est la règle de l'entreprise, et comment on a déjà, est-ce qu'on a déjà rencontré ce cas-là, comment on l'a traité, qu'est-ce qu'on va en faire. L'important, c'est de bien expliquer à nos managers qu'on n'attend pas d'eux d'être parfaits. On n'attend pas d'eux de tout faire bien, on attend d'eux de faire pour le mieux. Donc, on est dans une logique d'amélioration continue. Donc, tout ne sera pas parfait demain. On avance boucle après boucle et puis on met la cale. Hein. Et surtout, on a droit à l'essai-erreur. On a droit d'essayer des choses, de se tromper, de corriger. Mais il faut pour ça des temps d'échange sur la pratique, un peu structurés. C'est très facile à faire et ça vous fera gagner beaucoup plus en agilité sur le management que de la formation. Alors, on va terminer avec un dernier sondage, si vous voulez bien, et si j'arrive à cliquer. Dans tout ce qu'on vient de se dire là, pour vous, quelles sont les priorités? Alors, on était limité dans le nombre
de réponses, donc on n'a pas pu mettre tout ce qu'on voulait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous paraît le plus prioritaire, en vertu aussi de ce qu'on vient de se raconter, pour améliorer le télétravail? Est-ce que c'est d'identifier ces temps collectifs que j'évoquais dans ma première piste et de sanctuariser ces moments-là? Est-ce que c'est les outils informatiques? Parce que basiquement, si on n'a pas les bons outils informatiques, eh ben, c'est compliqué. Est-ce que c'est ce que je vous ai dit sur les RH? Tiens, si on remettait les RH dans la boucle et avoir un accompagnement RH au télétravail, est-ce que c'est cette notion de pilotage et traitement des problèmes qu'il faut structurer pour qu'on ait un langage commun, un cadre commun, j'oserais presque dire un système de management commun, ou est-ce que c'est cette dernière notion que j'évoquais de favoriser l'échange sur la pratique, pratique bien sûr du management à distance. Alors, je ne sais plus si on doit en mettre qu'une ou si on peut en mettre plusieurs. Si vous avez plusieurs priorités, bah, mettez-en plusieurs, comme ça on verra comment ça vit. Alors, on est 120, j'ai 70% de réponses. On arrive à 80, je vous laisse encore quelques secondes. Les réponses sont longues, alors je vois que c'est un peu plus long. Voilà, à peu près tout le monde a voté. Je ferme et je vous partage le résultat. Alors, en première priorité, favoriser l'échange sur la pratique du management à distance. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, j'ai beaucoup insisté là-dessus. C'est un nouveau métier, d'une certaine façon, qui est appris par les managers. Et on ne le fera pas par de la prescription. On ne le fera pas par de la formation en salle. Voilà, c'est ça, manager à distance. On le fera par l'échange sur la pratique. Et ce que vous gagnez sur un, vous le gagnez sur tous. Ce que l'un découvre en échange sur la pratique, tous le découvrent. Ce que l'un arrive à verbaliser, tous l'entendent. Donc c'est vraiment le levier le plus rapide, le plus simple, le plus efficace pour mettre en œuvre un management à distance de qualité. En deux, vous nous mettez construire un pilotage et un traitement des problèmes. Je suis extrêmement satisfait si j'ai pu vous convaincre de ça, ceux qui ne l'étaient pas avant, parce que dans les 22, il y en a qui l'étaient certainement déjà avant. Si j'ai pu vous convaincre de ça, moi j'ai réussi ma journée. C'est extrêmement important de sortir de ce contrôle par les livrables pour arriver à un pilotage par l'activité. C'est primordial. Alors c'est vrai tout le temps. C'est particulièrement vrai en télétravail parce qu'il y a la distance. Au bureau, on le fait, à l'usine, on le fait. De manière informelle, on ne le sait pas qu'on le fait d'ailleurs. On le fait de manière naturelle, non verbalisée. Mais en télétravail, on ne peut plus parce qu'il y a la distance. Identifier les temps collectifs et les sanctuariser, voilà, c'est une piste qui va apporter beaucoup. Vous êtes un peu moins nombreux à parler des outils informatiques, mais il y en a quand même 13% qui disent ça reste ma priorité. Nous, chez nos clients, c'est un peu plus que 13%, mais si vous êtes là connecté, c'est déjà que vous avez un ordinateur et du Wi-Fi, donc c'est peut-être qu'il y a un biais d'échantillon. Et un peu plus en retrait aussi sur construire un accompagnement RH. C'est peut-être quelque chose qui peut se faire dans un temps un peu plus lointain. On n'est pas moins dans l'urgence, pas dans l'exemple que je vous ai donné, mais dans vos structures, on est peut-être moins dans l'urgence. En tout cas, favoriser l'échange sur la pratique et construire un pilotage et un traitement des problèmes, ça, c'est de l'outillage concret pour nos managers et ça va les faire avancer et ça va quand même résoudre un grand nombre de situations. Eh ben moi, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Je finis pile au trait. Je ne sais pas, à côté Coralie, si on a des choses à se dire sur le chat. En tout cas, moi, je vous remercie de votre attention et de ce temps qu'on a pu passer ensemble à discuter de sujets qui sont importants pour nous. Coralie, je te rends la main.
Oui, merci Bertrand. Merci beaucoup pour ta présentation, ton analyse et puis toutes ces pistes de travail qu'on a sur le sujet. On voit qu'on n'est plus tout seul maintenant. On a eu quelques interventions, notamment sur le premier sondage où effectivement les ressentis que tu proposais, souvent des personnes nous ont fait part qu'ils avaient eu les deux. Donc il n'y avait pas l'option possible. On le note pour la prochaine fois en tout cas. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention de qualité. Je souhaite en tout cas remercier toutes les personnes qui se sont connectées. Nous étions plus de 120 aujourd'hui, donc merci beaucoup pour la confiance que vous nous accordez, ça nous touche sincèrement. On vous souhaite également donc une excellente journée et puis à très bientôt pour un prochain webinar. Bonne journée à tout le monde, à très bientôt. Merci.